Alors, Éric Zemmour, on vous entend souvent fustiger l'immigration, parfois même, utiliser ce terme de grand remplacement. Mais vous-même, est-ce que vous avez vu la France changer? Je rappelle que vous avez grandi à Drancy. Voilà, quel est, Oh, bah écoutez, c'est très simple. Vous savez, je peux dire que dans l'espace d'une vie, j'ai vu exactement dans les lieux où je suis né, où j'ai grandi, euh, le changement profond de la France. Je peux en témoigner, c'est-à-dire que je ne suis pas né dans un quartier huppé de Paris qui aurait été moins touché par le changement de population. Non, je suis né à Montreuil, en banlieue parisienne, j'ai grandi enfant à Drancy, toujours en banlieue parisienne, puis dans les années 70, mes parents se sont installés rue d'Oudoville, c'est dans le 18e arrondissement, pas loin de Barbès, au métro Château-Rouge. Donc si vous voulez, en 20 ans là, j'ai vécu exactement dans des quartiers où la population a été complètement renouvelée. Évidemment que moi, quand j'étais enfant, il y avait une population française, française de chou. Je me souviens que j'avais des voisins à Drancy qui s'appelaient Martin et Minot. C'était mes voisins dans les quartiers populaires de Drancy. Je ne peux pas dire mieux. Les noms parlent tout seuls. Je ne parle même pas d'immigrés italiens ou espagnols, qui étaient là aussi. Mais dans mon immeuble, il y avait des familles françaises depuis 1000 ans. C'était la France des années 60, pas la France de Louis XIV. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Et dans les années 70, je vais dans le 18e arrondissement, donc rue de Deauville, à métro Château-Rouge, où là, effectivement, on commence à avoir, il y a des immigrés maghrébins, euh, très peu d'Africains. Là, aujourd'hui, vous retournez et à Drancy et à Montreuil, où je suis né, où mes grands-parents, mon grand-père paternel habitait, mes grands-parents paternels habitaient. Et à Château-Rouge, vous avez des contrées qui sont complètement africanisées, c'est-à-dire l'Afrique noire et le Maghreb. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, il y a, je dirais maintenant 7-8 ans, je vais déjeuner chez une amie qui habitait dans le 18e, pas loin, vous savez, de la fameuse église Saint-Bernard, où mmh il y avait eu une occupation par les par les sans-papiers, sans-papiers? comme on disait. Donc je vais déjeuner chez elle et donc je descends dans la rue d'Oudoville où j'ai habité. Je vais regarder l'immeuble où j'ai habité. D'ailleurs, dans tous ces endroits dont je vous parle, les immeubles n'ont pas bougé. C'est uniquement la population qui a changé. On a l'impression que le décor est resté le même et que ce n'est plus les mêmes acteurs, quoi, c'est tout. Et je passe par la rue Léon, je peux vous dire, par la rue Mira, toutes les rues adjacentes. Tous les gens qui connaissent reconnaîtront évidemment ce parcours. Et je vois 3-4 jeunes maghrébins qui sont sur une voiture. Et l'un me reconnaît et me hèle en me disant: Hé Zemmour, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez toi ici. Et j'avoue que cette interpellation, bon, je suis passé, j'ai rien, j'ai pas répondu. Si vous voulez, c'est révélateur de ce qui s'est passé. J'ai grandi là avant qu'ils naissent. Et pour eux, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que il y a des territoires aujourd'hui où un Français qui est né là n'est plus en France. Tout le monde l'assume en vérité. Ceux qui le disent, comme ce jeune homme, et ceux qui le nient, puisque en fait, ils le savent très bien, mais qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, je pense, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'en l'espace d'une vie, parce que ce que je vous raconte là, c'est 40 ans, c'est rien. C'est-à-dire, c'est vraiment un instant dans l'histoire de l'humanité. C'est rien du tout. On n'a jamais vu une population changer comme ça, aussi vite et aussi profondément, je pense, dans toute l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots. Alors justement, vous avez des prises de position donc qui sont courageuses, qui sont fortes, mais qui vous désignent souvent comme une cible pour vos opposants, vos adversaires. Donc je pense bien sûr récemment au rappeur, Youssoupha, qui a écrit à votre sujet: «Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour». Est-ce que vous recevez régulièrement des menaces et au fond, est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous avez peur? Vous savez, là, ce vers, si j'ose m'exprimer ainsi, de Youssoupha, puisque c'était dans une chanson de rap, je ne sais pas si on dit un vers, c'est une très vieille histoire, ça a 10 ans. C'était au temps où j'étais chroniqueur chez Ruquier. Euh, les menaces, vous savez, elles sont permanentes. C'est-à-dire que euh, ma vie a changé depuis une dizaine d'années.
Moi, j'aime marcher, j'aime prendre le métro, je suis quelqu'un qui aime me retrouver seul pour réfléchir, etc. Et donc, je peux de moins en moins le faire. C'est-à-dire que je suis régulièrement interpellé, alors soit de façon agréable, chaleureuse, la plupart du temps c'est cela, mais aussi je suis invectivé, insulté, euh, évidemment toujours par les mêmes, c'est-à-dire soit des jeunes gens issus de l'immigration maghrébine ou africaine, soit, de façon plus rare, mais qui existe, des jeunes militants d'extrême gauche. On le reconnaît Antifa, à leur allure, à leur etc. Et en général, je suis soit donc invectivé, soit insulté, soit même molesté. J'ai déjà été frappé dans la rue, dans le métro, etc. Donc, vous vous souvenez de l'anecdote qui a été répandue partout parce que mon agresseur s'est filmé. C'était la première fois, lors du premier confinement, le printemps 2020, et lorsque le président de la République m'a appelé, mais c'était arrivé très fréquemment avant. Depuis des mois, ça arrivait tout le temps. J'ai même un type qui m'a frappé à vélo, voilà, qui m'a laissé d'ailleurs pendant 2 minutes sur le carreau. Donc, si vous voulez, depuis, j'avais été protégé après les attentats de Charlie, mhm. donc en 2015, et puis la préfecture de police m'avait retiré la protection. Et là, depuis je dirais, octobre 2020, je suis de nouveau sous protection policière. Donc voilà, c'est ma vie quotidienne, quoi. Bon, je me suis adapté à ça. Alors, on va parler un peu de vous. Ce qui manque à notre classe politique, c'est le diagnostic. Ils font des propositions dans le vide. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ils ont tous maintenant compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Donc ils font tous des propositions sur la sécurité. Très bien. Mais le sujet, ce n'est pas la sécurité. Ce n'est pas ça le sujet. La sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol. Donc il faut traiter en amont. Ce n'est pas en mettant plus de policiers que les policiers vont résoudre la guerre de civilisation qui se mène sur notre sol. Si vous ne voulez pas l'admettre ou si vous ne le comprenez pas, eh ben, vous mettez des coups d'épée dans l'eau. Vous voyez? Tout est comme ça. Et Et je pense que moi, j'étais l'inverse, c'est-à-dire que je pose le bon diagnostic et que je ne faisais pas la suite, tout simplement parce que je me disais, naïf que j'étais, si je pose le bon diagnostic, eh ben, il y a des politiques professionnels qui vont s'emparer de ce diagnostic et qui vont mettre en œuvre et qui vont trouver des mesures adaptées à ce diagnostic. Mais je dois avouer, mais ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, le suicide français à 2014, vous voyez, tous mes livres commencent à dater, et je ne vois pas de politique qui mette en œuvre cela. Donc, du coup, je réfléchis à la suite, et je réfléchis aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de mon diagnostic.